Oui, bonjour et bienvenue au troisième webinaire en langue française du WHRC, le Women Human Rights Campaign, campagne pour les droits humains des femmes. Le WHRC, c'est l'organisation féministe radicale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Vous pouvez lire la déclaration sur notre site qui sera indiquée dans le chat. Nous vous invitons à la signer. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre dans la loi, les politiques et la pratique sociale. Remplacement qui crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Notre organisation WHRC est mondiale. Jusqu'à maintenant, nous sommes représentés dans 33 pays du monde, ce qui montre que le remplacement du sexe par l'identité de genre est répandu, mais aussi que les femmes sont concernées et motivées à la combattre. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe, tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale de l'ONU et qui est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. À ce jour, la CEDEF a été ratifiée par 189 États sur les 195 du monde. Notre Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe est composée de 9 articles, parmi lesquels l'article 4 réaffirme le droit des femmes à la liberté d'opinion et d'expression, et l'article 5 réaffirme les droits des femmes à la liberté de réunion et d'association, et le droit pour les femmes ou pour les lesbiennes de se réunir entre elles en une déclaration s'appuie sur le Pacte international de l'ONU de 1966 relatif aux droits civils et politiques. L'article 21 de ce pacte de l'ONU reconnaît le droit de réunion pacifique, précisé dans l'article 22 qui stipule que toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. Aujourd'hui, nous allons vous parler des organisations lesbiennes qui sont attaquées et harcelées, mais qui résistent aux attaques et aux injures. Nous allons entendre des femmes de Belgique, de France et d'Italie. Vous pouvez écrire vos questions dans l'application questions-réponses de l'application Zoom. Je vais maintenant donner la parole à Chantal Hervouette, militante féministe de longue date, universaliste et critique du genre, très impliquée dans le réseau féministe de sa ville où elle œuvre pour la visibilité des lesbiennes. Elle est particulièrement investie sur les violences faites aux femmes, les féminicides et l'abolition de la prostitution. Et plus globalement, elle se positionne contre la marchandisation du corps des femmes. Qualifiée de chef de file transphobe par ses attaquants et attaquantes, elle résiste avec d'autres à l'entrisme des femmes trans dans les associations de lesbiennes et résiste aussi à la chasse aux sorcières menée par le centre LGBT nantais à l'encontre des lesbiennes, ainsi qu'au mouvement néo-féministe queer qui détourne tous les concepts qui ont permis aux femmes d'identifier leurs oppressions et de se battre. Chantal Hervouette est administratrice de l'association de lesbiennes féministes 44 Vilaines Filles à Nantes, ville de 300 000 habitants en France. Je te laisse la parole, Chantal. Merci. Bonjour à toutes. Je vais vous parler de l'expérience nantaise avec les femmes trans activistes, des principales attaques que nous avons subies et de notre résistance. 44 vilaines filles est une association récente créée en 2018 à la suite des conflits que je vais évoquer. Parce que nos espaces lesbiens, à la fois conviviaux et politiques, sont rares et précieux, nous nous battons pour la liberté des lesbiennes à les conserver. La censure, les manipulations, les trahisons lesbiennes et la violence dont nous avons été l'objet ont eu raison de notre énergie à nous maintenir dans notre ancienne association. Il y a un moment où il faut lâcher pour mieux rebondir, et c'est ce que nous avons fait. En 2015, nous observons l'arrivée discrète de femmes transgenres à l'aide d'alliés lesbiennes. Il s'agit de 2 activistes, dont l'une est présidente du centre LGBT. Si dans un premier temps, elles ne font que passer, très vite, elles s'installent. Leur nombre augmente sensiblement et des adhérentes commencent à réagir, notamment en quittant l'association. Cette situation, gérée jusqu'ici avec bienveillance, se dégrade à l'occasion d'un projet d'autodéfense pour les seules lesbiennes. Les femmes trans considèrent qu'elles y ont accès de droit. Nous refusons. Nous, les résistantes, décidons d'ouvrir le débat sur la place des femmes trans dans l'association.
Pour cela, nous élaborons un document de travail à destination du conseil d'administration pour réfléchir à toutes les perspectives. Le document fuite. Comment avons-nous pu oser interroger la place des femmes trans? C'en est trop, elles nous déclarent la guerre. Première attaque frontale. Nous sommes plusieurs de notre association dans les locaux du centre LGBT à une soirée conviviale. La veille, donc cette soirée, c'est la veille où notre texte de réflexion doit être discuté. Je suis interpellée sur l'évolution de l'assaut et les écrits considérés comme discriminatoires et transphobes, ce qu'ils ne sont pas. Sentant la tension monter, nous décidons de partir. Certaines copines sont déjà dehors. Je suis bloquée par une femme trans qui m'empêche de sortir. C'est alors que toutes les personnes présentes sont appelées à m'entourer et là, dans une violence assez inouïe, je suis injuriée de toutes parts parce que je suis féministe radicale, donc transphobe, donc blanche bourgeoise, donc oppresseur. Une femme qui s'apprête à me donner des coups est arrêtée. Une copine, toujours présente, mais qui a très peur, me protège. Elle m'aide à partir. Nous l'apprendrons plus tard, c'était un guet-apens co-organisé avec des membres de notre CA, leurs alliés, les alliés des trans. Le débat n'a jamais été possible. La censure opère, les attaques redoublent, mails incendiaires quotidiens, insultes, diffamations sur les réseaux sociaux, rappels à rentrer dans le rang au nom de notre communauté, dénonciations sur la place publique, menaces de nous traîner en justice, etc. Devant de telles violences au quotidien et manipulations diverses, nous, les résistantes, après 2 ans de bataille, décidons de quitter l'association pour retrouver notre liberté de choix. À noter, dans l'élection qui a suivi, l'installation d'une coprésidence lesbienne et trans et un conseil d'administration à 50% trans. En 2018, nous créons donc notre nouvelle association, les 44 du LENFI. Nous pensions en avoir fini avec les conflits. Finalement, pas vraiment. La formule magique « elles sont transphobes » permet de continuer à nous attaquer. C'était sans compter sur notre expérience et notre volonté d'agir et sur un soutien anonyme inattendu, mais qui nous a été très précieux dans la bataille. Nous avons commencé à recevoir les comptes rendus du centre LGBT nous concernant. En plus de faire notre réputation, d'alerter le défenseur des droits et le contrôle de l'égalité, ils décident, nous pouvons le lire, de nous dégager de l'espace public et politique. À titre d'exemple, ils interviennent pour faire annuler notre intervention sur mixité, non-mixité, prévue aux semaines de l'éducation contre les discriminations. Ils déposent une alerte auprès de la mairie pour nous faire enlever de l'annuaire de la ville. Nous pouvons lire que l'élu s'y engage. Ils font pression auprès de la Maison des femmes pour qu'elle nous exclue, conditionnant leur partenariat avec la Maison des femmes à cette exclusion. À toutes ces attaques, nous avons riposté ou nous avons été à l'offensive. Quand nous sommes convoqués par la Maison des femmes, par exemple, sur la question de notre transphobie, on s'explique, on argumente. Si on n'est pas convoqué, mais qu'on a connaissance d'une attaque, on sollicite les rendez-vous. Systématiquement, on laisse des traces écrites, courrier, compte rendu. On fait et on fait savoir. On sensibilise, on diffuse des textes auprès de nos réseaux féministes et lesbiens, on parle à la presse. On renforce nos alliances et notre protection politique. Exemple, lorsque nous étions au plus fort de la tourmente, notre association a été volontairement choisie par les 13 associations abolitionnistes de notre collectif pour être la structure de référence pour les appels à financement auprès des institutions et des élus. Après, ça devient plus difficile de nous dégager, et particulièrement sur une question sensible pour eux. Nous venons d'obtenir les financements. Autre riposte, donc, on s'oppose aux accusations de transphobie en prenant appui sur les définitions juridiques concernant la liberté des associations de choisir ses adhérentes et sur la définition de la discrimination. En France, une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi.
le sexe, l'âge, l'identité de genre par exemple, croisés avec un domaine cité par la loi, emploi, logement, santé par exemple. Lorsque la mairie fait vérifier nos statuts avant de nous dégager par son service juridique, ces statuts se sont finalement révélés non transphobes et nous avons pu communiquer là-dessus. De cette expérience, nous tirons deux grands enseignements. Premier enseignement, renforcer la définition de lesbienne. Le « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir, bien que détourné, est l'argument central utilisé par les femmes trans. Aujourd'hui, dans nos statuts, il faut que la définition de lesbienne soit très précise. Nous conseillons d'utiliser la définition que nous propose la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe biologique, lancée en mars 2019. Le sexe est défini par les Nations Unies comme les caractéristiques physiques et biologiques qui distinguent les mâles des femelles. La notion de sexe permet de définir la catégorie lesbienne comme être humain de sexe féminin dont l'orientation sexuelle se porte sur les autres êtres humains de sexe féminin. Deuxième enseignement, transmettre de la culture politique. Les femmes trans sont expertes à se poser en victime et à produire de l'élan compassionnel. Combien de fois n'avons-nous pas entendu « Ah, les pauvres, il faut les accepter, elles ont déjà tellement souffert ». Si elles sont peu nombreuses dans nos associations, les femmes trans prennent beaucoup de place. Comme elles attisent la curiosité chez certaines lesbiennes, très vite elles monopolisent l'espace-temps autour de leurs problématiques. Ce que nous avons vécu comme de la trahison de sexe de la part de lesbiennes, qui ont pris fait et cause pour les femmes trans, relève en fait, pensons-nous, de l'inculture politique féministe avec des restes d'esprit colonisés. En guise de conclusion, envie de vous dire que j'ai une quasi-certitude, au vu de nos observations, des documents en notre possession, des modes opératoires identiques d'une ville à l'autre, que nos associations de lesbiennes, mais aussi des associations féministes, font partie de l'agenda politique des LGBT. Dans cette logique d'effacement, des transactivistes nous apparaissent comme les passeuses idéales. Pourquoi nous? Parce que femmes et résistantes à la propagande de l'identité de genre, voire les principes de Yogyakarta, cela concerne l'application du droit international des droits de l'homme en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Donc nous, parce que femmes et résistantes à cette propagande, parce qu'abolitionniste, anti-GPA et résistante à la propagande de la liberté individuelle à faire ce qu'on veut de son corps. Et je vous laisse compléter la liste. En synthèse, rappelez que la sphère LGBT, instrumentalisée par les lobbies financiers à la recherche de nouveaux marchés, devient un réel danger pour nous. Merci de m'avoir écouté. Merci Chantal. Je vais maintenant donner la parole à deux militantes du CEL, le Centre évolutif Lilith, association de lesbiennes féministes à Marseille, en France. Patricia Dufaux en est la co-trésorière et Chantal Girard en est la coprésidente. Bonjour. Le CEL, Centre évolutif Lilith, existe à Marseille depuis plus de 30 ans. C'est une association lesbienne non mixte qui a toujours affirmé ses valeurs humanistes, antiracistes, féministes, en luttant contre toute forme de discrimination et en défendant le droit des lesbiennes et des femmes en général. Durant ces 30 années, ces actions furent multiples, tant pour créer des espaces et des moments de convivialité que pour être présentes et actives dans les espaces militants, lesbiens, LGBT et féministes au niveau local, national et international. Le CEL propose à sa centaine d'adhérentes des activités sportives, culturelles et festives, gratuites ou à tarifs très réduits, pour qu'elles puissent toutes en profiter, quelles que soient leurs ressources. La non-mixité nous permet de se retrouver dans un espace protégé et sécurisant. C'est la solidarité, la sororité. Le CEL milite contre toutes les violences faites aux femmes et aux lesbiennes.
et affirme ses positions féministes, universalistes, laïques et abolitionnistes. Malheureusement, depuis quelque temps, nous subissons des violences qui viennent de groupes se disant féministes et de la communauté LGBTQI+. En janvier 2020, le CEL a modifié ses statuts concernant les conditions d'adhésion. L'association est ouverte à toute femme née de sexe biologique féminin. Cette décision a été prise après avoir appris l'existence de plusieurs faits d'agression et de harcèlement subis par des associations lesbiennes émanant de groupes transactivistes. Un simple réflexe de protection, jusque-là, le CEL n'avait subi aucune agression. En mars 2021, le CEL est exclu du comité de pilotage de la Pride de Marseille. Les raisons évoquées sont notre changement de statut, excluant les femmes trans et nos positions abolitionnistes et contre la GPA. En avril 2021, le CEL a été contacté par la Maison départementale de lutte contre les discriminations de Marseille pour participer au mois de lutte contre les LGBTQI+ phobie du 4 au 29 mai. Cette maison, c'est un lieu d'accueil, d'information pour les personnes victimes de discrimination et de sensibilisation du public sur ces différentes problématiques. Le 16 mai, nous avons reçu par mail un premier communiqué du collectif Rainbow Schlag. Ce collectif se réclame de la cause queer trans et qualifie le CEL de putophobe, transphobe, transmisogyne, raciste, donc violente et non représentative de la diversité de la communauté LGBTQI+, puisque s'opposant aux personnes trans ainsi qu'aux travailleuses du sexe. Ce communiqué a été adressé à la Maison des discriminations ainsi qu'aux autres associations participant à la manifestation et à d'autres listes de diffusion. Cette déclaration était publique. Il y a eu également une diffusion sur Facebook. Dans ce communiqué, le collectif Rainbow Schlag demande à la Maison de discrimination l'exclusion de notre association de cet événement. Alors que nous espérions qu'elle condamne publiquement ce type de communiqué injurieux et diffamatoire, elle n'a eu comme seule réponse le maintien de notre participation à l'exposition du CEL et à la vidéoconférence prévue. Nous décidons également de ne pas répondre aux injures énoncées par ce collectif, mais nous en informons nos adhérentes, les associations lesbiennes et féministes amies, en rappelant simplement les valeurs du CEL. Le 21 mai, à la fin de la mise en place de notre exposition sur la présentation du CEL et de ses revendications, nous avons été sommés par les responsables du lieu, de retirer de notre affichage la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe, sous prétexte que cette déclaration pouvait blesser la communauté trans et alimenter la polémique déjà présente suite au communiqué de Rainbow Schlag. Les mêmes responsables nous demandent également de ne pas aborder le sujet sur l'identité du genre lors de la visioconférence. Nous avons essayé d'argumenter sur la légitimité de cet affichage et sur l'importance d'aborder cette thématique sans succès. Nous étions donc réellement censurés au sein même de la maison qui lutte contre les discriminations. Ça a été un véritable choc. Malgré tout, notre intervention se produit comme prévu avec le soutien en présentiel et distanciel d'autres associations locales comme le collectif 13 droits des femmes, Oser le féminisme, Femmes solidaires, que nous remercions encore. Le 29 mai, une des administratrices du Facebook du CEL partage dans un moment de stress et de colère, suite à de nombreuses agressions, l'article sur le délire transgenre du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. La publication est rapidement enlevée
Mais malgré cela, le cyberharcèlement s'aggrave et entraîne inévitablement une avalanche de réactions négatives envers notre association et ses adhérentes. Un deuxième communiqué du collectif Rainbow Schlag est posté le même jour dans les boîtes mail et sur les réseaux sociaux, demandant aux associations LGBTQI+, de prendre un positionnement politique ferme contre le CEL. Ce communiqué sera relayé plusieurs fois. La lecture de ce deuxième envoi laisse clairement apparaître un appel à la haine et à la destruction de notre association. Le 2 juin, consciente de la gravité de cette méprise, d'avoir posté cet article, nous publions des excuses sur Facebook à l'attention de nos adhérentes, nos sympathisantes et toutes les associations qui partagent nos valeurs. À ce jour, les attaques persistent et sont relayées par plusieurs groupes queer, transactivistes, ceux et celles qui se réclament d'un féminisme intersectionnel et inclusif. 39 collectifs et associations ont signé ce communiqué. Il semblerait que les pouvoirs publics qui nous subventionnent, la mairie et le département, aient aussi subi des pressions pour nous sanctionner. Nous avons été convoqués par ces deux instances pour justifier nos positions face à notre transphobie supposée et les éclairer sur le déroulement de cette polémique. Ces attaques externes nous ont déstabilisés, fragilisés et même entraîné des conflits internes au sein de l'association. Effectivement, il semblerait que la stratégie des agresseurs transactivistes utilise souvent la déstabilisation de la santé mentale des membres d'associations féministes. Cette stratégie bien rodée est précisément pensée et a pour finalité de détruire les organismes qui s'opposent à leurs dogmes. Nos ripostes à ce jour ont été de ne pas répondre aux attaques par mépris face à ces calomnies, stopper tout partage de posts sur Facebook concernant la transidentité par souci d'apaisement, communiquer et demander le soutien à nos associations féministes partenaires, victimes elles aussi de ce courant queer et transactiviste, communiquer avec les pouvoirs publics pour qu'ils prennent conscience de la complexité de ce fait de société et de la gravité de la violence que l'on subit en rappelant nos valeurs. Et le 25 juin 2021, nous avons déposé une plainte pour diffamation publique auprès de la procureure de la République de Marseille. Nous avons aussi commencé une communication avec la communauté lesbienne de Marseille de façon assez informelle au détour de rencontres. Et en fait, nous nous sommes aperçus, quand nous avons relaté un petit peu le problème qui nous arrivait, on s'est aperçu en fait que les adhérentes de ces associations qui avaient été signataires du deuxième communiqué notamment, n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait, ni de la signature de leur administrateur, et ne savaient pas non plus en fait la gravité et l'importance du problème de la transidentité. Donc là, on s'est aperçu en fait que beaucoup d'associations signataires n'avaient pas du tout communiqué avec leurs propres adhérents. Donc on commence un petit peu une communication un peu informelle comme ça, qui va permettre un petit peu d'informer un peu tout le monde, notamment les lesbiennes. Voilà, nous vous remercions. Merci. Merci Patricia et merci Chantal. Je donne maintenant la parole à Brigitte Boucheron, militante lesbienne féministe à Toulouse depuis la décennie 70. Elle est co-organisatrice du festival pluridisciplinaire Le Printemps lesbien de Toulouse, créé par l'association Bagdam Espace Lesbien. L'association Bagdam Espace Lesbien, fondée en 1988, organise le festival pluridisciplinaire Le Printemps lesbien de Toulouse
et est membre fondatrice d'ALDA, réseau de solidarité avec les lesbiennes du monde réfugiées à Toulouse, en France. Je vais commencer par l'histoire d'une rencontre, d'une mauvaise rencontre avec ce qu'on pourrait appeler maintenant le transgenrisme, ou je ne sais pas trop comment appeler ça. À Toulouse, donc, les choses se sont déroulées en deux temps, d'abord du côté féministe et ensuite du côté lesbien. D'abord du côté féministe, à l'occasion du 8 mars dernier, un village féministe avait été organisé les 6 et 7 mars par un collectif féministe et, à l'exception notable d'Oser le féminisme, toutes les associations féministes de la ville avaient été invitées, dont Bagdam et le tout jeune collectif abolitionniste qui s'appelle le Front féministe abolitionniste contre la marchandisation des corps. C'est un peu laborieux. Réunissant le dit front 8 associations, dont Bagdam. Or, le 6, un certain nombre des filles du front qui étaient allées sur le village pour voir comment elles allaient pouvoir installer leur stand, eh bien, on se sont vues signifier que finalement, elles étaient désinvitées. Elles n'étaient plus les bienvenues. Et qu'en plus, si elles voulaient absolument venir, eh bien, et si elles seraient peut-être agressées et que personne ne ferait rien pour les défendre. Citation. Donc voilà, elles sont sous choc, parce que c'est quelque chose d'incroyable, des féministes qui excluent d'autres féministes. Bon, sur quoi? Le fait que ces associations sont abolitionnistes, certes, elles n'en font pas mystère. La prostitution n'est pas du tout leur tasse de thé, elles n'en font pas mystère. Et donc, voilà, elles sont exclues de ce village féministe. Le lendemain, elles participeront, bien évidemment, nous participerons à la manif du 8 mars à Toulouse. Et là, elles ont été, en fait, leur réponse a été de faire un texte navré pour dire qu'elles n'iraient pas au village, et à ma connaissance, les choses en sont restées là. Maintenant, côté lesbien. Alors là, ce sont les associations lesbiennes féministes non mixtes, ALDA, lesbiennes réfugiées, qui est plutôt un réseau, hein, et Bagdam, espace lesbien, donc nous, qui sont excommuniées pour, je cite, transphobie et putophobie, et elles n'ont désiré à la marche lesbienne du 25 avril qui était en préparation. Je lis le texte sur la page Facebook de Bagdam et sur notre lettre d'info. Un vent d'exclusion et d'anathème souffle à Toulouse, venu de certaines associations féministes de la mouvance inclusive, qui frappent de leur foudre les associations féministes et lesbiennes qui ne partagent pas leur vérité révélée. Après le 8 mars, où 8 associations réunies dans le Front féministe pour l'abolition de la marchandisation des corps ont été désinvitées du village féministe pour pécher d'abolitionnisme, ce sont les associations lesbiennes féministes ALDA lesbiennes réfugiées, dont nous saluons le formidable travail, et Bagdam espace lesbien, qui sont excommuniées pour transphobie, putophobie, et non invitées à la marche lesbienne du 25 avril, etc. Par un collectif lesbien inclusif, est-il utile de le préciser, de la toute-puissance de discriminer. En résumé, Bagdam est anathémisé parce que, je cite, Bagdam organise régulièrement des événements en partenariat avec Oser le féminisme. ALDA est anathémisée parce qu'elle est liée à Bagdam. Je cite, ce sont les mêmes personnes, les mêmes positions politiques. Et c'est sur cette brillante analyse politique façon domino que l'une des associations lesbiennes les plus anciennes de France, Bagdam, et un réseau exemplaire d'aide aux lesbiennes réfugiées ont été interdites de marche lesbienne. La situation est tellement extravagante que j'ai tendance à dire « pardonnons-leur car elles ne savent pas ce qu'elles font ». Pour conclure cette partie narrative, je reprends la citation de la lettre de Bagdam. Partout en France, mais aussi aux USA, au Canada, en Grande-Bretagne,
sévissent dorénavant les tenantes de la religion inclusive, dont les disciples s'adonnent à une terrible pratique, surveiller et punir, et cogner aussi, et cela au nom du féminisme. Il s'agit là d'un drame. Alors, en réponse à cette incroyable exclusion, il y a eu des textes très en colère d'un certain nombre et d'individus et d'associations à Toulouse. Et ces textes ont été réunis sur le site de Bagdam sous le titre « Colère lesbienne ». Et donc, le lien sera mis sur quelque chose là, à Zoom. Vous pourrez donc consulter les textes en question. J'en lirai un en conclusion parce qu'il est très beau et très fort. Alors, que faire? Troisième et dernière partie. En fait, on arrive difficilement à croire ce qu'on voit. Au nom d'une divergence d'opinion sur la prostitution et de sensations, comment dire, sur la transidentité, voilà, on ne partage pas leur vérité, ben non. Des femmes excluent d'autres femmes. Des lesbiennes excluent des lesbiennes. Des femmes agressent des survivantes de la prostitution tout en brandissant des pancartes contre le viol, comme ça s'est passé le 8 mars à Paris cette année. Nous avons connu aussi des épisodes violents dans notre histoire féministe, mais nous étions protégés, éclairés par un concept très présent dans la deuxième vague, donc celle des années 70, concept qu'on appelle l'amour des femmes, et qui était très très présent dans les analyses et dans les récits. Et ce concept est tragiquement absent, il me semble, dans les vagues qui ont suivi. Et qu'est-ce qu'un féminisme qui n'aime pas les femmes? Devant ce tragique désamour, que faire? Eh bien, continuer à parler lesbienne première langue, c'est-à-dire à promouvoir la culture et les créatrices lesbiennes, continuer à écrire notre histoire, à nous réjouir tous les jours de l'existence, de l'évidence lesbienne. Et je termine en vous lisant l'un des textes en colère dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit d'une lettre ouverte qui a été envoyée aux organisatrices censurantes et excluantes, aussi bien qu'à nous. Et le voilà. Je vous écris depuis la colère, face à cette appropriation patriarcale d'une journée de visibilité lesbienne par une poignée de individus, c'est un concept de Michel Causse, par une poignée de individus autoproclamés de la toute-puissance de discriminer, la horde à jouir des listes noires et des pattes blanches pour fracturer la lesbianité. En ces temps de confinement, où des lesbiennes crèvent de solitude, en ces temps de criminalisation où des lesbiennes crèvent sur les chemins de l'exil, je vous écris depuis l'effroi, face à cette chasse aux sorcières abolitionnistes, hors de sa gesticulation crypto-sorore, cette horde à punir, que forfait-elle? Du matricide symbolique. Mama, là c'est rigolo, Mama Bagdam historique de la culture lesbienne, Toulouse lesbopole, Bagdam lesbimoine, 40 ans d'activisme, café, ciné-club, colloque, festival, fête, folle saison, saison d'elle, ça c'est allusion à un festival qui a toujours lieu, qui va avoir lieu d'ailleurs en septembre. Toujours en mouvement et en réinvention. Mama Bagdam, lesbiana non grata. Mama Alda, lesbiana non grata. À la marche lesbienne du 25 avril 2021 à Toulouse, n'étaient pas les bienvenus, Bagdam Espace Lesbien et Réseau Alda, que l'on se souvienne de ce lesbicide symbolique. Je vous écris depuis l'amour. Je vous écris depuis la gratitude de vous connaître. Je vous écris depuis la joie de toutes les lesbiennes que vous avez fait naître à elles-mêmes dans la joie commune de se reconnaître. Je vous écris depuis l'amour lesbien. Je vous écris depuis Sappho. Je vous écris depuis Lesbos. Je vous écris depuis et pour toujours. Florence. Merci de m'avoir écouté. Je vais maintenant donner la parole à Cristina Gramolini,
Née en 1963, elle vit à Milan, en Italie, où elle est professeure d'histoire et de philosophie en lycée. Dans les années 80, elle était activement engagée dans les mouvements de gauche et en 1990, elle a adhéré au mouvement lesbien féministe. En 1996, elle a participé à la création de l'association Arsi Lesbica, dont elle est présidente depuis 2017. Elle en avait déjà été présidente de 2002 à 2005. Récemment, en avril 2021, Cristina Gramolini a participé à l'écriture de Nous les lesbiennes, préférences féminines et critique du transféminisme. C'est à toi, Cristina. Merci. Merci pour l'invitation. Je vais lire mon exposé. L'association Arci Lesbica est née en 1996. Beaucoup d'entre nous étions déjà des lesbiennes féministes à l'époque, mais nous voulions sortir de la clandestinité, obtenir les droits des couples du même sexe, et tandis qu'à l'époque, le féminisme italien ne s'occupait pas de ces sujets. Donc, nous avons créé une association non mixte de lesbiennes, mais qui a collaboré avec le mouvement gay. Pendant les années, nous avons rencontré des activistes trans. MTF d'abord, Male to Femelle, et FTM après, Femelle to Male. Excusez mon français. Nous étions toutes et tous alliés. Il y avait de l'amitié entre nous à l'époque, et même de la curiosité mutuelle. Donc, on n'a pas eu de conflits trop graves. Mais c'est normal, on a discuté un peu à propos des différences. On trouve des traces de cela dans un magazine que nous avions et qui s'appelait Towanda, où écrivaient ses partenaires politiques et nous. En 2016, finalement, l'Italie a approuvé une loi pour les couples du même sexe, mais cette loi n'a pas reconnu la filiation. Alors, les gays du mouvement ont lancé la revendication de la GPA et nous avons déclaré que nous sommes contre. Cela a été perçu comme une trahison et tout de suite, en 2017, les gays de Rome de l'association qui s'appelle Mario Mieli ont déclaré que nous avons des pensées de droite et ils ont demandé que nous sortons du mouvement après 20 ans de lutte commune. Beaucoup de nos associés, de nos copines dans notre association Arci Lesbica ont compris que nous étions en train de sortir des compatibilités LGBT. Et elles ont convoqué un congrès pour adopter une politique plus modérée. Par exemple, à faveur d'une GPA solidaire, elles auraient voulu. Au congrès, tout à fait, notre courant radical a gagné. Pour peu de voix, mais nous avons gagné. Et nos amis modérés, alors, ont quitté Arci Lesbica et elles ont créé une autre association qui s'appelle ALFI, c'est-à-dire Association lesbienne féministe italienne. Vous voyez qu'elle revendique les termes féministes, en tout cas. À l'époque, c'est seulement quelques années, il y a quelques années, nous avons appris qu'en Angleterre, en France, il y avait des violences queer contre les lesbiennes féministes à propos des thèmes du sex work et de la GPA. Cela nous a étonnés, vraiment. Je me souviens que je pensais qu'il s'agissait d'un phénomène qui ne pouvait pas arriver en Italie. Au contraire, nous-mêmes, on nous a obligés en 2018 à quitter les sièges LGBT à Bologne, où nous étions dès 1996, c'est-à-dire depuis toujours. On nous a appelés, notre ex-copain du mouvement, nous ont appelés fascistes, catholiques, homophobes, etc. J'ai pu écouter qu'il s'agit d'une vague internationale. Ils nous ont appelés comme ça. Nous avons réagi sur les journaux. Nous avons créé un problème politique à Bologne et à niveau national. Mais nous avons même compris que les gays sont très importants pour l'administration de gauche qui gouverne à Bologne.
parce qu'il représente une part considérable de l'électorat du parti de gauche, du premier parti de gauche. Il s'agit d'une gauche libérale, mais même la gauche plus sociale, elle veut représenter la communauté LGBT. Elle se sent moderne pour cela. Donc, elle est acritique. La dramatisation du conflit s'est passée dans le silence des féministes. L'arrivée du transféminisme, parce que comme ça s'appelle les mouvements des jeunes qui s'occupent des droits sexuels, aujourd'hui en Italie, ils s'appellent transféministes. Tout cela fait peur aux femmes, lesbiennes ou non. La peur de rester isolées et humiliées. Nous sommes devenus moins nombreuses, nous de Archilesbica, moins nombreuses, mais nous nous sommes radicalisées, nous avons cherché d'autres femmes, il y en a, pour construire un réseau, une résistance au queer qui nie l'existence des femmes en affirmant que chacun peut être une femme, les queer qui acceptent la mise en vente du corps parce qu'il serait un travail, et les queer qui empêchent le débat avec l'intolérance. L'année passée, en 2020, nous avons invité à Milan Sheila Jeffries et Julia Long à présenter la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Alors, un groupe anonyme avec un symbole anarchiste et trans ensemble, il avait construit ce symbole, mais il était un groupe anonyme. Ce groupe a menacé la conférence et a dit « Nous serons là » et ils ont lancé ce slogan « Ruiner la fête pour ceux qui veulent ruiner nos vies ». La rencontre était prévue pour le 1er mars 2020 et elle a été renvoyée à cause de la fermeture généralisée pour le Covid. En tout cas, pour cette présentation, même s'il a été renvoyé, en mai 2020, dans le mois de mai 2020, nous sommes devenus les cibles d'une pétition publique lancée sur le web, signée, pas anonyme cette fois, signée par des activistes LGBT qui demandaient notre exclusion pour transphobie du réseau des Arci. C'est quoi Arci? Arci, c'est une organisation, un réseau national d'initiatives culturelles qui appartient au circuit de la gauche. Donc, nous nous appelons Archilesbica, il y a en Italie Archigay, c'est-à-dire nous sommes un réseau lesbien qui est lié à ces réseaux culturels de gauche. Donc, la pétition contre nous voulait notre exclusion du réseau. Alors, nous avons rapporté cette diffamation à la justice et nous attendons une audience au tribunal pour le prochain octobre 2021. Enfin, en avril 2021, c'est-à-dire il y a des mois, le siège de l'association à Bologne qui nous a accueillis depuis 2018, depuis que nous avons dû laisser notre siège précédent, cette association qui nous accueille a été attaquée à Bologne. Cette association s'appelle La Commune, en français La Commune parce qu'elle se réfère à la Commune de Paris. Cette association a eu une attaque avec l'écriture sur le mur de Archistronze, c'est-à-dire Archimerde, et notre écriture Colère trans. On pourrait raconter d'autres événements contre les féministes, pas seulement contre Archilesbica. Par exemple, le 8 mars 2021 à Florence, notre ville d'Italie, un homme habillé en chien sadomaso a attaqué des jeunes féministes qui portaient des pancartes, des affiches contre la prostitution. Et il les a éloignés avec le soutien des queers. En effet, il faut dire qu'en Italie, à présent, les queers contrôlent les manifestations féministes, les manifestations dans la rue. Un autre exemple est celui des trans, toujours de Bologne, qui ont lancé le slogan « Faire sortir les TERF de l'université ». Cela a eu son début parce qu'un professeur qui s'appelle Gianna Pomata, dans une conférence, avait dénoncé le manque de liberté d'expression pour les femmes dans l'université à propos de l'identité de genre. Aujourd'hui, le Parlement italien est en train de discuter une loi contre l'homotransphobie
qui nous préoccupe parce qu'elle utilise l'expression identité de genre sans bien la définir et qui donc pourrait admettre l'autodéfinition légale des sexes. Nous luttons avec d'autres femmes pour obtenir des modifications et peut-être que ça marche. En effet, il y a des signaux que peut-être nous obtiendrons les modifications, les amendements. Les partis de gauche, je le répète, veulent représenter la communauté LGBT parce qu'elle porte assez de voix. Beaucoup de féministes encore ne veulent pas avoir l'air d'être alliés de la droite. Même nous ne sommes pas alliés de la droite, mais on est accusé d'être de droite. Donc, beaucoup de féministes, pour éviter cette accuse, elles préfèrent le silence ou d'être alliés du mouvement transféministe. Au Pride de Florence et Bologne, dans ces jours, dans cette semaine, on a eu des attaques encore contre l'association La Commune, les queers ont détruit leurs journaux. Mais il faut dire que les menaces ont fait apercevoir de la violence beaucoup de gens et toujours augmentent les femmes qui se rebellent. C'est difficile, mais vraiment j'ai de l'espoir que les femmes sortent du silence et de la peur parce que la peur a été déclenchée de manière inattendue par un côté habituellement amical. Donc, j'ai conclu en disant que le dimanche passé, le 27 juin, nous avons eu à Milan une conférence organisée par Arci Lesbica. Nous avons eu 15 exposés, 15 relations. La conférence a été assez participée. Nous avons toutes critiqué l'ambiguïté de la loi contre l'homotransphobie, critiqué le Pride pour sa misogynie, pour ses revendications misogynes. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne sont plus accessibles à tous et nous ne sommes plus jetables, donc que cela ne peut gagner. Je vous remercie. Merci, Christina. Je vais donner la parole maintenant à Marianne Lenz. Elle est sociologue et lesbienne radicale depuis la fin des années 70, fondatrice notamment de la librairie lesbienne Artemis à Bruxelles, en Belgique, de 1985 à 2002. Elle a rédigé un master en sociologie sur la construction de l'idéologie de la différence homme-femme dans un système hétéropatriarcal ou hétérosocial, dont le titre est « Perspective d'analyse de l'idéologie de la différence dans un système hétéropatriarcal », publié à Université libre de Bruxelles, 1980-1981. Marianne Lenz a participé au lancement de l'association L-Tour en 2014. Marianne, je te laisse la parole. Merci. Je vais d'abord parler d'L-Tour. Donc, L-Tour est une association lesbienne qui, depuis 2014, organise des parcours lesbiens. Et en Belgique, on dit LGBTI+, qui explique donc ces parcours, l'histoire et surtout la Her Story. Donc, en anglais, ça existe, notre histoire à nous. Donc des communautés lesbiennes, bi, gays, trans, intersexes et autres au départ de Bruxelles. Nous expliquons les changements de concept pour nous définir les multiples analyses et les multiples types de répression, d'oppression spécifiques à ces sous-groupes. Le public est soit spécifique, donc destiné à des lesbiennes, et là évidemment c'est essentiellement notre histoire lesbienne qui est retransmise parce qu'elle est très très peu connue. Dans les parcours, que j'appelle plutôt Rainbow, donc l'histoire est plus variée et a surtout lieu donc, durant toute l'année et aussi énormément de parcours, au moins une dizaine maintenant, durant tout le mois de la Pride. En Belgique, c'est le mois de mai. Avec au moins dans ces parcours Rainbow 50 à 70% d'infos sur les lesbiennes et les femmes, et qui est un parti pris que nous prenons puisque évidemment dans les parcours prétendument mixtes ou généraux Rainbow, nous n'y apparaissons toujours qu'à titre anecdotique. Durant ces parcours, il y a une très grande variété de populations belges venant de l'étranger, donc Europe et même au-delà, qui viennent s'informer. Le public témoigne de beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup d'anxiété devant les termes à pouvoir utiliser. Parce que souvent, dans les parcours, nous nous arrêtons, nous marchons, et là, j'ai des confidences, des témoignages ou des questions qui sont réellement posées par même des groupes des couples hétéros, par exemple, pour leurs enfants. Et ce qui est frappant, c'est ces peurs. Donc moi, ce qui m'avait frappé, c'était à la fois l'intérêt réel qu'il y avait pour nous en tant que lesbiennes. Je dois avouer qu'au début,
donc en 2013, le tout premier parcours, je m'attendais à énormément d'hostilité, que du contraire. Et ce qui m'est apparu dans les derniers parcours, c'est cette peur qui s'est installée de plus en plus. Souvent, donc, je dois rassurer qu'il n'y a rien de plus relatif qu'un concept ou une identité. En effet, les symboles, les couleurs, rose, fuchsia, etc., d'il y a 10 ans, maintenant sont devenus des couleurs arc-en-ciel, changent depuis toutes les générations qui, elles, se précipitent. Avant, c'est tous les 10-20 ans. Maintenant, on peut parler de nouvelle génération tous les 2-3 ans. Et les couleurs explosent. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Mais souvent, je dois expliquer aussi qu'il y a une différence fondamentale entre ce qui est imposé et ce qui peut être choisi. C'est donc un parcours relativiste, mais surtout très sociologique et politique, qui parle évidemment de construction sociale. Donc, j'insiste sur le fait qu'il n'est pas interdit de parler de quoi que ce soit, que du contraire, mais par contre, qu'on ne peut pas en parler n'importe comment. Les parcours ont eu un tel intérêt qu'il y a beaucoup de demandes à plus d'explications, d'articles, de revues, de livres, que j'ai créé fin 2019, un site web où des articles sont implémentés, des articles de fond. Très vite, ce site a été suivi par un projet de conférence en 2020. Malheureusement, Covid s'est installé très vite. Heureusement, en février 2020, mon dossier qui avait été introduit en février, juste avant, a été accepté. Ce qui m'a agréablement surprise, c'est que j'ai introduit un sujet très complexe. Ce que j'ai demandé à ces autorités subsidiantes, c'était de pouvoir avoir des subventions substantielles pour un sujet que je vais lire. Quels espaces existent pour les minorités les plus fragilisées au sein des communautés lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes et plus, par ailleurs cumulant différents types de discrimination et inégalités. Entre-temps, ça fait 1 an et demi que nous sommes occupés puisque la subvention qui portait sur 1 an a été prolongée d'une demi-année et nous avons dès lors commencé nos cycles par choix sur les plus discriminés dans cet acronyme, c'est-à-dire les lesbiennes, les personnes intersexuées, la détransition, donc ça c'est un des derniers panels et qui est d'ailleurs le tout premier panel introduit à ce niveau-là en Belgique, et sur des cumuls d'oppression. J'ai introduit ce dossier de subvention parce que je suis partie du principe que l'argent public nous appartient tout autant qu'aux autres, parce qu'il est effectivement un juste retour de nos impôts ou de la solidarité, en tout cas du changement social. Et cela, malheureusement, nous devons continuer à le rappeler et à l'exiger. Pourtant, nous avons connu beaucoup de difficultés, et pour rejoindre le sujet de ce soir, donc les difficultés que nous avons rencontrées en relation au transgenrisme, queerisme, dogmatique, étonnent tout le monde, parce que la censure est venue de la coupole LGBT de Bruxelles, dont El Tour fait partie. Et souvent, on nous dit, quand j'explique, mais n'est-ce justement pas là que ce genre de débat devrait avoir lieu? Alors, les 2 exemples que je vais donner, il y en a malheureusement d'autres, le premier, c'est il y a 2-3 ans, la censure est venue du CA pour que El Tour ne donne pas une conférence remettant en question la construction de sexe et de genre. Le titre de débat proposé était « Pour une abolition des catégories construites sexuées, dites actuellement de genre, avec des guillemets, et avant dites de sexe, et pourquoi pas ?» Donc, il s'agissait d'un débat, je lançais ça. Et ce qui est grave, c'est que donc la censure a été demandée par une homosexuelle, organisatrice d'un Hell Festival, qui est allée en faire la demande au CA. Bien plus tard, j'ai compris, on m'a essayé de m'expliquer parce que j'exigeais des explications, c'est que la raison était donnée que les trans avaient peur d'être mis en danger parce qu'ils revendiquaient un remboursement intégral de leurs frais médicaux liés à la transition, hormones, cocktails chimiques bloqueurs et autres opérations. Le deuxième cas, dernièrement, c'était fin avril, donc je vous parlais de ce cycle de conférences. Une semaine avant les conférences, j'allais donner, sur ce panel, entre autres, donc, sur l'intersexuation et un autre sur la détransition. J'ai eu des pressions et des intimidations à la veille de ce panel pour ne pas, je suppose, les donner à nouveau. J'ai reçu un SMS d'une membre du CA, du conseil d'administration, qui me demandait de la rappeler pour parler des conférences parce que cela posait problème. J'ai exigé par écrit de préciser de quoi il s'agissait parce que j'étais débordée, je n'avais pas le temps de téléphoner.
D'habitude, j'appelle. Donc, ça a été vraiment la première fois que je ne suis pas rentrée dans le jeu. Il n'y a plus eu de suite, mais la pression et la menace étaient là. Et je me suis attendue au pire, le boycott de la conférence. Le stress était énorme, j'ai très peu dormi. Heureusement, je n'ai pas cédé à la pression. Et bien sûr, nous avons donné nos 2 soirées panel Zoom sur ces 2 thèmes. Quel est le constat? En Belgique, ce qu'on appelle le queerisme et le transgenrisme dans leur forme dogmatique est une tendance venue des États-Unis seulement vers 2013. Elle ne s'est imposée progressivement sur une période très courte de moins de 10 ans. Et la mouvance transdogmatique en Belgique semble aussi en découler, aidée par sa propagation par les réseaux sociaux et l'uniformisation mondialisante actuelle de pensée dogmatique qui malheureusement s'est bien implantée sur les jeunes générations. Alors ici, je parle de quelques constats pour nous lesbiennes. Dénoncer et analyser les violences structurelles, c'est-à-dire économiques, sociales et politiques de la société patriarcale fondamentalement inchangée en ce début du XXIe siècle, c'est ce que font les femmes fortes, les féministes, et en particulier évidemment les lesbiennes, depuis toujours. Or, tant que les structures hétérosociales seront dominantes, et elles le sont toujours, nous poserons un problème, parce que justement, nous remettons ce système en question. Et c'est pour ça que nous continuons à essuyer donc, les plus grandes attaques et les plus grandes violences. Deuxième constat, et pour moi ça a été très agréable de le découvrir avec les parcours, c'est qu'il y a une nouvelle génération de tous âges qui, elle, est très ouverte et intéressée et qui nous donne raison. C'est pour ça que nous avons décidé, nous, de miser sur elle. Troisième constat, notre identité lesbienne a toujours été menacée et elle n'a en fait jamais été sécurisée. Et la question la plus posée par rapport de la part de lesbiennes, mais aussi de la part du public en général, qui est soutenant et allié, mais pourquoi les mouvements ne parlent pas de nous, hein, nous lesbiennes, ou si peu? Et pourquoi y a-t-il si peu de figures lesbiennes connues ou qui se font connaître? Pourquoi y a-t-il tant de rumeurs négatives sur vous? Et pourquoi ne collent-elles pas aux faits? Or, depuis toujours, vous, lesbiennes, vous avez été des pionnières, vous avez été à l'avant des luttes sociales et politiques. Et oui, notre identité est une identité à part entière à respecter, mais comme pour toutes les femmes, elle n'est pas prise au sérieux. Et donc, elle n'est toujours pas reconnue. Et nous risquons peu, de ce fait-là, de connaître le souci de l'instrumentalisation. Effectivement, nous sommes encore trop souvent présentés et considérés comme une menace. Ainsi, nous sommes dans un contexte politique où non seulement le mot lesbienne et sa réalité doit rester invisibilisé ou disparaître, mais de plus en tant que groupe social, parce que nous appartenons effectivement de fait à celui des femmes. Mais quelles femmes? Pas n'importe lesquelles. C'est là qui on l'a imposé, les assignées femmes, les marquées femmes. Donc le contexte actuel est bien un contexte du meilleur et du pire. Le pire parce que nous sommes toujours dans un système dominant qui se défend et qui malheureusement a une grosse couche de population qui la défend. Et il y a le meilleur parce que beaucoup ne l'acceptent pas ou plus. Et ça, c'est vraiment nos alliés. La réflexion a le tour, donc la riposte, on nous a demandé de chercher des solutions, comment est-ce que nous nous débrouillons. Nous, ce que nous utilisons, c'est les stratégies suivantes. C'est que nous rompons avec tous les manipulateurs, manipulatrices, ces minorités doctrinaires essentialistes, s'aligner dans leur fonctionnement. Donc nous avons décidé de couper tout lien avec des idéologues et leurs suivistes, parce qu'à nos yeux, ce ne sont pas des interlocuteurs valables. Comme tout manipulateur, ils se repaissent de notre présence et s'inspirent de nos idées. Nous sommes pour eux des punching balls. Nous ne servons pour eux que pour développer leur show public. Et nous arrêtons avec ça. Nous arrêtons donc à partir de maintenant tout contact. À côté des panels et des discussions en conférence ou en ligne, nous avons décidé de réorganiser des débats en plus petits comités, de redévelopper des plateformes ou des petits groupes de discussion, enfin dès que ce sera possible, dans des espaces safe, sécurisés, c'est-à-dire contrôlés, pour permettre à nouveau des discussions et des échanges en toute sécurité et en toute possibilité, de sorte que toutes les questions et toutes les réponses qui dérangent puissent s'y exprimer. Donc, ce sont des panels et des groupes sur inscription et non anonymes. Ça, je le fais aussi pour les parcours. Un autre point, donc stratégie, c'est d'occuper nos espaces
mais prendre aussi de la place dans les autres, de manière permanente. Je dois avouer que pour moi, c'est nouveau, puisqu'avant, j'avais opté pour le séparatisme. Je trouve au contraire que nous ne devons pas non plus les déserter. Je disais, nous sommes suffisamment nombreuses pour pouvoir choisir nos stratégies et travailler de concert là où nous voulons agir séparément, ensemble. Quatrième point, il nous est important de rappeler ou faire connaître nos analyses et de les diffuser. Nous devons sans hésiter affirmer nos analyses et concepts, justement parce que ces analyses sont relativistes, radicales dans le sens de profonde, parce que radical, ça veut dire aller à la racine des choses, multidimensionnelles. Les concepts que nous avons inventés sont riches de sens et de signification, et beaucoup d'ailleurs les reprennent. Il est important de mettre nos analyses en ligne de manière didactique et pédagogique. Il faut énormément expliquer. Et de toutes les manières possibles, de la manière la plus élaborée au moins élaborée. Donc, sur nos sites web, nous mettons un peu de tout, donc sous forme de texte ou d'articles où elles restent accessibles en permanence, ou par des posts avec des liens vers les articles que nous allons de plus en plus développer maintenant sur Facebook avec les hyperliens vers le site, et Instagram, où nous utiliserons plutôt nos talents de slogans, définitions, extraits d'articles, et YouTube. Là, c'est tout récent. Comme vous, nous allons aussi mettre de plus en plus de capsules courtes, toutes nos conférences et débats, parce qu'elles sont nuancées et explicatives. Pourquoi nous voulons quand même aussi occuper les terrains dits mixtes, comme les centres dits LGBT, les milieux dits académiques, le monde politique, etc. Mais parce qu'en fait, nous n'aurions jamais dû en être exclus ou ne jamais dû y être ignorés ou invisibilisés. Nous pouvons y aller et nous y affirmer comme sujet, c'est-à-dire en tant que lesbiennes, en exigeant que ce soit reconnu comme une identité politique à part entière. Effectivement, ces lieux ont tout à gagner à nous connaître, parce qu'à l'encontre des idéologues, nous sommes, nous, profondément collectivistes et altruistes, et initiatrices ou soutenantes de toutes les luttes sociales et politiques progressistes. Cependant, il est important pour nous de nous adresser aux justes uniquement. Les justes, qui sont ces personnes? Mais ces personnes, ce sont des êtres qui ont aussi des analyses et des politiques bienveillantes. Ce sont des journalistes, des fonctionnaires au sein des autorités politiques et ou subsidiantes, des sympathisants et sympathisants, des associations, etc. Et beaucoup ne supportent plus le diktat des dogmatismes qui les corrigent, les attaquent pour la moindre virgule. Non, nous ne sommes pas les seuls. Ou pour la moindre pensée prétendument non correcte. Or, seuls des idéologues peuvent vous imposer un tel diktat, une telle violence à la pensée unique. Et oui, ce sont des graines de nouvelles formes de dictature. C'est pourquoi s'adresser à des justes, cette masse de personnes silencieuses ou silenciées qui font qu'une démocratie continue à exister, à tenir debout, c'est fondamental. C'est une masse qui est à l'écoute, qui est vigilante et qui empêchera un retour en arrière. À nous d'introduire ou faire reconnaître auprès de ces justes les concepts et réalités qui nous sont spécifiques, comme la lesbophobie notamment. Et c'est vrai que c'est une stratégie gagnante. Ainsi, la cellule d'égalité des chances de la ville de Bruxelles n'a émis aucune objection ou difficulté à intégrer la lesbophobie et sa définition l'année passée dans son premier plan d'action LGBTI. Elle nous a même invités comme association à parler de ce plan à la conférence de presse de lancement. Je dois vous avouer que pour moi, ça a été une première en tant que lesbienne. Donc effectivement, notre force en tant que lesbienne, c'est l'intégrité et la rigueur de nos recherches et de nos analyses et de nos actions. Notre argumentation est imparable, nos styles aussi, tous les styles, des analyses rigoureuses au style beaucoup plus humoristique, joyeux, moqueur, mais bien sûr aussi grinçant. Notre force, c'est aussi que contrairement aux trans et queer dogmatiques, nous n'imposons pas nos concepts et analyses, laissant la place aux personnes qui les écoutent de se faire leur propre jugement et analyse, librement, sans contrainte. Libre à ces personnes, ce public, de se forger ses propres analyses en toute bienveillance. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que les concepts que nous avons inventés et leur sens précis et nuancé soient vidés de leur sens. Nous devons refuser les réductionnismes.
Nous devons refuser que ces concepts et analyses soient détournés de leur sens, refuser les amalgames. Nos analyses sont très précises. Pourquoi? Parce qu'elles sont justement structurelles et qu'elles touchent tous les domaines, tous les plans sociaux, politiques et économiques de notre système social hétérosocial, notre entre guillemets. Nos analyses sont très approfondies, bien plus complexes et aussi complexes que la réalité qu'elles analysent. Ainsi, oui, assigner femme, c'est uniquement un marquage imposé. Ce n'est pas un choix. Binaire ou non binaire restent des dogmes dichotomiques. Il, elle ou elle, il, ben, ça veut dire la même chose. Couleur rose, bleu ou bleu rose. Ben, ça ne vous rappelle pas les laillettes des bébés? Ben oui, masculin, féminin, pourtant sont inventés. Mais dans ces deux couleurs, nous ne retrouvons que les nuances des deux seules couleurs hétérogenrées, connues depuis toujours. Seul apparaît une sorte de trouble dans le genre qui est typique du mouvement queer, mais qui est pourtant de rendre opaques les catégories dites de sexe ou de genre, et non pas de les effacer ou de les abolir, comme elle le prétend. En effet, l'idéologie ou le dogme queer dans sa frange imposée, parce qu'elle est minoritaire dans le mouvement queer, ça je veux vraiment le rappeler, les dogmatiques trans sont aussi minoritaires, beaucoup de trans n'y s'y retrouvent pas du tout. Donc ce dogme n'est qu'une forme de populisme parmi d'autres populismes qui sont très tendance actuellement. Donc qu'est-ce que c'est le populisme? C'est du dogmatisme, c'est du réductionnisme, on simplifie à outrance les choses. Ce sont des amalgames. Effectivement, dans une même phrase, vous donnez une chose et son contraire. Vous recourez dans ces dogmes outrancièrement au psychologisme. Mais oui, à quoi ça sert? Mais ça permet de ne pas devoir s'expliquer, mais simplement d'imposer un point de vue, le seul, le leur évidemment, et de n'apporter jamais aucune analyse, mais un simple ressenti qui devient un véritable... Donc nous avons toujours lutté contre la mésinformation, les négationnismes, comme je le disais, et c'est ça que, pour nous, il est important de rappeler de manière simple qu'il n'y a que des dominants pour prétendre que les catégories à laquelle ils appartiennent seraient soi-disant neutres. Pour nous, au contraire, ces catégories ont tout à voir avec la discrimination et l'oppression. Et la place dans un système de dominants et d'opprimés, ben, elle n'est pas du tout la même, elle est à l'opposé. Et c'est de là que vient la notion d'assignation. Et de ce fait-là, les femmes assignées femmes ne sont pas les mêmes que les femmes trans. Au contraire, elles sont à l'opposé sur l'échelle des dominations. Nos analyses ont des logiques imparables. Et de ce fait, ce qui est mauvais, par exemple, pour des enfants intersexes, les mutilations, prises hormonales dès la naissance, souvent avec les très graves complications médicales qui en découlent, souvent dans l'ignorance la plus profonde, les dossiers aussi sont souvent inexistants ou disparaissent, eh bien, ce qui est mauvais pour ces enfants intersexes ne peut pas être bon ou neutre pour d'autres enfants parce qu'ils seraient trans. Enfin, ne pas reconnaître la violence sociétale patriarcale, ne pas reconnaître que toutes les sociétés fonctionnent sur cette violence structurelle, c'est tout simplement un déni d'oppression, c'est du négationnisme. Parce qu'une oppression par sexuation, ce n'est pas un choix, c'est une imposition. Et la bonne question, c'est comment un dogme obscurantisme, intimidant et menaçant et censeur a ainsi pu réussir à s'imposer dans nos démocraties. Comment a pu s'imposer une idéologie qui bafoue des mots tels que inclusion, des concepts tels que non-binaire ou d'assignation, qui est l'inverse du politiquement correct, tout en réussissant presque à se faire passer pour tel. Je termine. Nous voulons en finir avec tout dogme. Ce n'est pas parce qu'ils prennent une nouvelle forme que nous les laisserons passer, ni nous dominer par eux. Merci Marianne et merci à toutes les conférencières. Alors j'ai une question pour toutes les intervenantes. Est-ce qu'il est possible de citer ce qui a été dit ici, notamment pour illustrer des articles? Donc je vais vous demander de répondre peut-être chacune votre tour. Et puis une question plus précisément pour Christina. Des personnes se demandent comment se procurer ton livre Nous les lesbiennes. Voilà. Donc je vous laisse reprendre la parole. Alors on a encore quelques minutes. Non, j'ai rien à rajouter. À partir du moment où je parle de manière publique, ce que je dis peut être utilisé, voilà.
en me citant de préférence. Je n'ai pas compris très bien la question. Si l'on peut utiliser cet exposé pour des articles, hein? Tu as Oui. demandé ça? Oui, certainement. Oui, voilà. Oui, oui, certainement. Et pour les livres, maintenant je vais écrire dans le chat comment l'obtenir. Et est-ce qu'il a été traduit en français? Non, non, elle est seulement en D'accord. italien. Oui. Je vous écris une petite présentation en anglais, mais le livre est en italien seulement. Mais non, je suis toujours étonnée, je m'excuse d'être comme ça naïve, mais je suis toujours étonnée parce que il s'agit d'un phénomène international. Je pensais qu'en Italie, on était vraiment devenus fous, quelques dirigeants du mouvement, mais en effet, vous l'avez écrit, vous avez raison. Il faut, je pense qu'il y a un ordre général, un ordre mondial, a écrit quelques-unes, qui ne veut pas l'existence des femmes, qui nous veut effacer. Je suis encore en train de prendre conscience du phénomène parce que toujours je pense qu'il y a quelqu'un qui est devenu fou, mais cela ne peut pas durer. Mais au contraire, en vous écoutant, je comprends que le phénomène est mondial et il faut résister, mais ce n'est pas trop facile. Mais... Voilà. Est-ce que d'autres veulent répondre à cette question ou rajouter ou conclure? On va arriver bientôt à la fin de ce webinaire. Je peux dire quelque chose? Oui. Bonsoir à toutes. Alors, cette semaine avait lieu le FGE, Forum Génération Égalité, qui s'est tenu à Paris et à Mexico. Les 3 derniers jours, c'était le 29, 30 juin et le 1er juillet à Paris. Et il avait lieu en ligne et en présentiel. Le thème général n'a même pas, enfin le titre de ce forum n'a même pas osé mentionner le nom de femme, puisqu'il s'appelle Forum Génération Égalité. On ne sait même pas d'égalité, de quel genre d'égalité il s'agit. Et c'est tout à fait symptomatique de la façon dont l'ONU et les organisations internationales en général abordent la question de l'égalité femmes-hommes. Ils abordent la question de l'égalité femmes-hommes comme une des composantes de l'égalité, parmi toutes les composantes de l'égalité qui sont aussi les égalités de classe, les égalités de race, les égalités de toutes sortes. Et c'est ainsi aussi que sont vues maintenant les discriminations par de plus en plus d'instances censées lutter contre les discriminations. La discrimination des femmes étant une des nombreuses discriminations dont des êtres humains de tout genre peuvent être victimes. Donc on doit toujours réaffirmer l'existence des femmes, l'importance des femmes comme étant 52% de l'humanité. Les instances internationales ne sont pas là pour nous défendre, elles nous l'ont montré déjà à plusieurs reprises et elles continuent. Voilà, je m'arrête là. Oui. Merci Florence. Chantal et Patricia, est-ce que vous voulez conclure un petit peu avant que le webinaire se termine? En fait, effectivement, on voit que c'est international et que la stratégie est la même pour tous les témoignages, toutes les intervenantes. On décrit à peu près la même stratégie, et en fait, je pense que notre force, ça sera dans l'union. Je pense, oui, dans l'échange et l'union. Et effectivement, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'a dit Florence, que notre période de défense des droits des femmes est passée, qu'on a eu un petit peu, et donc maintenant, on va passer à autre chose. Voilà, c'est un peu ce sentiment que j'ai. Et bien sûr, ce qui est frappant aussi, enfin, ce qui est important aussi à dire, c'est que effectivement, nos ripostes sont
sont construites petit à petit parce qu'on n'avait pas l'habitude de ce genre d'agression, de situation, parce qu'on était dans le passé, on était en fait toujours un petit peu dans le Pacifique, quoi. Même si on avait des débats, même si on n'était pas d'accord, des désaccords, notamment avec la Pride ou la communauté LGBTQI. On avait toujours partagé nos idées, même si elles étaient différentes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là, on se trouve contre un mur, et un mur qui pique, quoi, hein, un mur qui fait mal. Voilà. Voilà. L'important, je pense que, en tout cas pour personnellement, j'ai espoir. Voilà. Je pense que il y a des discours, des témoignages qui m'ont donné espoir, notamment dans cette prise de conscience on n'est pas seul, et que ensemble, je pense qu'on peut, si on reste comme ça, à communiquer et à prendre conscience petit à petit que voilà, que l'invisibilité des femmes lesbiennes et la censure est quand même quelque chose de très grave et dont il faut se défendre. Voilà. Donc, merci, mesdames, de m'avoir donné espoir ce soir. Merci. Et par rapport à la question de reprendre ce qui a été dit pour des articles. Bien sûr. On communique en public et évidemment, on est tout à fait d'accord pour donner. Puis c'est des témoignages qui vont servir aussi d'interrogation, en tout cas, réponse à quelques questions, certainement. Et voilà, c'est important d'informer un petit peu tout le monde de ce qui se passe. Merci. Du coup, est-ce que Chantal, tu veux conclure et puis répondre à cette question de réutilisation de ce qui a été dit, et puis assez rapidement, du coup, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Moi, de la même façon, je suis favorable à l'utilisation, même si ça peut constituer de nouvelles attaques. Donc, comme on disait, le fait d'être en réseau, d'échanger sur nos ripostes, d'échanger sur nos analyses, ça peut permettre d'être assez réactive et assez systématique, parce que ce qui fait force aussi, c'est une espèce de systématisme des réponses, là où on est, dans nos villes, voire dans nos pays. Donc, constituer cette base de capacité à réagir, c'est très important, parce que, et l'autre aspect qu'on a bien vu, c'est continuer à informer ceux que nous avons élus pour prendre des décisions. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont très très loin. Pour bon nombre, ce sont des mondes qui ne connaissent pas. C'est vrai qu'à la limite, ceux qui connaissent le mieux, c'est les gays, parce que les gays sont dans les lieux de pouvoir. Mais autrement, ils ne connaissent pas. Donc, moi, je vois ici à Nantes, j'ai commencé à prendre des contacts type représentante au Sénat, ou représentante pour à plusieurs faire cette déconstruction, cette information, c'est-à-dire qu'en fait, créer de la vigilance. C'est-à-dire que donner de l'information pour que nos interlocuteurs et nos interlocutrices soient en posture de vigilance, c'est-à-dire qu'ils puissent décoder. Parce que là, bon nombre ne peuvent pas décoder ce qui se passe. Donc ça, voilà. Globalement, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut continuer à agir collectivement, puis à faire bénéficier les unes des autres de trouvailles. Mais bon, c'est aussi du côté politique qu'il faut se pencher. Parce que c'est les décisions là. Voilà. Merci. Je vais juste abréger. Du coup, Mariam, c'est la. Merci Chantal. Mariam, du coup, je te pose juste la question qui avait été posée, si on peut, si des personnes qui veulent écrire des articles peuvent utiliser. Et puis après, je vais conclure parce qu'on arrive à la fin. Oui, absolument. Je rejoins ce qui a été dit. Et essayer de nuancer le plus possible, parce que la stratégie des réductionnistes, c'est de la réduction, c'est de tirer hors contexte et de ne pas mettre les analyses. Donc, il est très important de bien argumenter
et de donner, enfin, c'est pas évident, des exemples aussi, parce que ça demande souvent beaucoup de développement. Mais en fait, ce qui convainc, c'est la manière dont elle est intègre, dont nous parlons des choses, et que nous racontons tout, nous sommes très limpides et transparentes, et c'est aussi notre force. Et voilà, et c'est dans les détails, les nuances que nous arriverons à un changement. Moi, je suis plutôt optimiste aussi. Enfin, je dois avouer que j'ai toujours été fort attaquée dans ma vie depuis que je suis enfant. Et ici, quand j'ai fait les parcours, je n'en revenais pas de l'écoute, en fait. Donc, ici, je parlais de la subvention. Je ne sais pas si vous imaginez, en tant que lesbienne, c'est une subvention de 12 000 €. Je n'avais jamais connu ça de ma vie. Et j'ai appris qu'en fait, en interne, il y avait beaucoup d'attentes. Et qu'en fait, ça répondait à tellement de questions qu'ils se posaient, parce qu'effectivement, et là, je confirme, il y a une mésinformation, une sous-information dans le public. Et ce qui est nouveau, je trouve, politiquement, en tout cas en Belgique, ça se sent très fort. Et n'oubliez pas que la Belgique, c'est un pays extrêmement international, hein. Il y a plus de 187 nationalités en permanence, énormément de brassage de population. Le site, là, notre site pour le moment est voilà, belge, mais il est sur un serveur européen tout à fait indépendant. Justement, en cas de risque de piratage, tout est en permanence complètement enregistré. Et donc, et notre force, c'est aussi notre internationalisme. Chez nous, c'est pas une prétention, c'est une réalité. Hein, qu'on soit peu ou beaucoup, on réussit quand même toujours, même si parce qu'on a eu beaucoup de coups, de temps en temps, on doit quand même se reposer. Et, voilà, de temps en temps, on disparaît, entre guillemets. Ce qui est important, c'est de garder les liens. Voilà. Et... Alors, on arrive, je suis désolée, à la fin du webinaire. Alors, peut-être merci à vous, merci beaucoup, merci aux conférencières pour toutes ces présentations sur la situation des associations lesbiennes et surtout des pistes pour résister. Alors la vidéo sera diffusée sur YouTube, vous allez recevoir un lien par mail et vous pourrez la diffuser. Nos 2 premières vidéos sont déjà sur YouTube, il suffit de taper sur YouTube WHRC francophone. Notre prochain webinaire francophone, ce sera le 1er août et vous recevrez une invitation puisque les webinaires du WHRC francophone ont lieu tous les premiers dimanches de chaque mois. Il y a beaucoup de liens dans le chat, copiez-les avant que le webinaire s'arrête. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WHRC, c'est womensdeclaration.com tout attaché. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans un mois. Super. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À très bientôt.